docteur Moulin. Bonsoir Erika, bonsoir aux internautes. Alors, c'est notre soirée consacrée au tabac au cannabis. Alors, plus que de parler de consommation, c'est peut-être de parler ce soir avec vous. J'espère en tout cas que vous allez pouvoir poser toutes les questions qui vous viennent sur les conséquences notamment psychologiques de cette crise qui finalement, est-ce qu'on peut encore parler de crise parce que ça dure dans le temps. Donc depuis mars 2020, chacun de nous avons vécu une crise avec un certain nombre d'éléments qui ont pu conduire certains à initier une consommation, notamment le tabac et le cannabis, mais probablement d'autres substances, notamment l'alcool, mais on pourrait penser à d'autres comportements tels que les addictions, telles que la cyberaddiction, addiction à Internet, mais aussi achat en ligne. Alors nous allons devoir faire le point sur ça. Alors, c'est vrai qu'on parle d'une crise qui a commencé par une notion de contamination. Donc, chacun de nous avons vécu depuis un an, nous vivons là encore la question d'être possiblement contaminé ou pas par un virus qui est mondial, donc qui n'a pas de limite finalement, de frontières, qui n'a pas de personne qu'elle choisit. Finalement, tout le monde est concerné. Un virus donc avec des conséquences sanitaires graves, puisque nous avons vu de nombreuses personnes décédées. Et donc, pour certains, la crainte d'être contaminé et de contaminer l'autre, de contaminer les personnes de l'entourage, de contaminer les personnes que l'on aime, parce que même si les mesures parfois ont été respectées, on vit encore dans la crainte, d'où les mesures particulières, notamment mesures barrières, confinement, fermeture de certains établissements. Et donc, on vit dans cette crainte avec donc, stress, angoisse. Mais il ne s'agit pas simplement de la peur d'être contaminé. Nous avons vécu dans la diminution, dans la suppression finalement de nos contacts sociaux, de nos contacts qui nous ont fait vivre depuis tant d'années, contact avec nos parents, contact avec les personnes que nous aimons, qui sont parfois à des villes ou à des kilomètres loin de nous et pour lequel on n'a pas eu de contact, puisque nous avons été confinés. C'est aussi l'absence de rencontres, de nouvelles rencontres, parce que nous vivons chaque être humain de rencontres qui nous enrichissent quotidiennement. C'est aussi la suppression de nos temps de loisirs extérieurs, que ce soit les temps de sport, aller au cinéma, je ne sais pas, aller boire un verre avec quelqu'un, avec des personnes que l'on affectionne. Tout ça a été un moment initialement mis à côté, mais même maintenant, même lorsqu'on n'est pas confiné, on vit encore dans cette crainte qui nous dit qu'il faut faire attention, qu'il faut garder une certaine distance. On a même un peu peur que les gens se rapprochent un peu de nous. Alors j'insiste sur ces éléments-là parce que finalement, ça crée une fragilité supplémentaire chez les personnes qui, parfois, jusqu'à maintenant vécu normalement. Certains ont pu, face à cette situation, trouver comme parade, trouver comme, j'allais dire, comme stratégie d'initier certains comportements. Ça a pu être consommation de tabac, ça a pu être le cannabis pour certains. Même pour des personnes, encore une fois, qui n'ont pas de facteur de vulnérabilité particulière, mais pour lequel rester à la maison, pour lequel ne pas travailler, rester chez soi, rester parfois dans le contexte d'un local ou d'un lieu qui peut être assez restreint, qui ne permet pas une vie comme d'habitude. Et donc, ça a entraîné une conséquence de les consommations, et surtout pour ceux maintenant pour lesquels l'addictologue que je suis prend en charge, c'est que les personnes addictes, notamment au tabac, on a pu voir pour certains une augmentation des consommations, que ce soit en termes de quantité quotidienne ou d'augmentation des fréquences de consommation. Et cela est valable pour le tabac, ça a été valable pour le cannabis,
Ces substances, je le rappelle, nous permettent parfois de supporter, parfois de ne pas subir les pressions de la vie, les angoisses, de les mettre de côté pendant un temps qui est valable, variable en fonction de la substance, qui nous permet d'être ailleurs, qui nous permet de nous déconnecter d'une réalité qui est plus difficilement. Donc, on a vu un certain nombre de personnes augmenter ses consommations et surtout, si on parle spécifiquement de confinement, ne pas pouvoir revenir à une consommation antérieure. Ça veut dire que leurs addictions se sont aggravées avec pour cela, dans cette crise qui dure depuis un an maintenant, des consommations très problématiques avec des conséquences qui peuvent être sur la vie sociale, des conséquences sur la santé physique. Quand on parle de substances fumées telles que le cannabis et le tabac, en fonction de la durée, depuis combien d'années on fume, parfois on a vu apparaître des symptômes pulmonaires. Pour d'autres, ça a été la difficulté à mettre en place, par exemple, à aller faire une activité sportive, mais c'est surtout pour d'autres, ça a pu être aussi l'aggravation, parce qu'on sait que ces substances, que ce soit le tabac et le cannabis, peuvent aggraver certains symptômes tels que l'anxiété, alors qu'elle est utilisée pour l'anxiété, parfois elle peut aggraver ce même symptôme. Donc on a vu des personnes finalement de plus en plus angoissées, multiplier les consommations, associer les consommations, et parfois ça peut être, malgré ces comportements, ces personnes ont pu développer un certain nombre de symptômes psychiatriques. Et on a pu sortir et voir apparaître un certain nombre de documents parlant de santé mentale de la population française, mais qui concerne aussi la Guadeloupe, où la santé mentale a été mise à mal. Et je ne parle pas, encore une fois, simplement des personnes qui ont déjà une maladie, des personnes parfois qui avaient simplement des symptômes, mais pas suffisamment importants pour entrer dans le cadre de maladies névrologiques, par exemple une dépression ou tout l'anxieux. On a vu ces personnes développer d'autres symptômes et rentrer finalement dans le thème de maladies psychiatriques, encore une fois la dépression, les troubles anxieux, l'agoraphobie, mais aussi l'aggravation pour certains qui avaient des maladies psychotiques, on a vu des schizophrènes qui pouvaient aggraver leur symptomatologie face à ce contexte très particulier, inédit, une expérience que notre être humain a vécue, mais qui a concerné un temps bien défini, et encore une fois depuis un an, l'ensemble de la population mondiale à des degrés divers. On sait bien qu'il y a peut-être des endroits qui ont été moins touchés, mais finalement tout le monde a été touché. Alors aujourd'hui, il s'agit de faire le point. Faire le point sur ce qu'on a vécu tous, sur ce que vous avez vécu, sur ce que vous avez vécu sans pouvoir le dire, mais parfois le vivant de l'intérieur, sans pouvoir même en parler à ses proches, en parler à un professionnel. Parfois, ça a été compliqué aussi pour les professionnels pendant cette période de recevoir, parce que je rappelle pour les activités non obligatoires, non essentielles, il s'agissait aussi d'arrêter. Si on prend des professionnels de ville, je sais pas, un psychologue de ville, ça a été compliqué. Il a fallu mettre en place des stratégies de téléconsultation, de consultation par téléphone. Ça n'a pas été très simple pour les personnes, pour les patients, mais peut-être aussi pour les professionnels, dans cette insatisfaction, dans cette frustration, dans cette peut-être même cette culpabilité de ne pas pouvoir aider des personnes que l'on suivait, et peut-être pas de nouvelles pour différentes raisons. Donc ça a été un contexte très compliqué, très difficile. Il faut en parler. On pourrait continuer à parler des consommations, mais il me semble qu'aujourd'hui, d'abord, c'est ce que vous avez vécu, c'est ce que vous avez ressenti, c'est ce que vous ressentez encore. Et finalement, la question qui est essentielle, c'est comment vous voyez l'avenir. Comment voit-on aujourd'hui l'avenir? Alors, même si effectivement, il faut le dire qu'il y a des avancées sur une vaccination très prometteuse, très probablement en termes de contamination des uns aux autres, mais aussi de ne pas attraper une maladie potentiellement mortelle. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'une maladie qu'on ne voit pas, qui est dans l'air, qu'on peut contaminer parfois au niveau respiratoire, mais aussi par contact. Et parfois, certains même qui ont été contaminés se posent encore la question comment ils ont pu l'être. Parce qu'ils avaient pris des précautions. Parfois, on a plein de questions. Et je rappelle aussi, cette année a été une année aussi d'échanges de toutes sortes.
Chacun d'ailleurs est devenu très spécialiste, créant des endroits les uns chez les autres, spécialistes d'une pathologie virale, dont les spécialistes ont encore du mal parfois à se faire entendre. Et je vous comprends la question de la vaccination, parce que finalement, on voit bien, et notamment dans notre île, dans notre département, le niveau de vaccination, c'est qu'on a encore des doutes. Et quand on a des doutes, parfois, ça fait aussi de l'angoisse. Est-ce que je fais? Est-ce que je me fais vacciner? Donc, même maintenant qu'il y a une solution, qui est la solution, en tout cas, majoritairement reconnue par les différents États, les différents pays, ça ne fait pas l'unanimité dans notre île. Et ça pose question. Les gens maintenant n'ont plus peur, ont aussi peur maintenant de la vaccination que des virus. C'est un comble que le traitement fasse aussi peur que la maladie pour laquelle il a été mis en place. Donc tout ça, c'est vecteur de stress, de culpabilité. Est-ce que je ne vais pas contaminer quelqu'un que j'affectionne, une personne âgée notamment, ou quelqu'un de plus vulnérable, avec tous les facteurs de vulnérabilité que nous connaissons aujourd'hui? Comment faire pour ne pas finalement penser à tout cela? Parce que toutes ces pensées, finalement, créent ces émotions, ces angoisses, créent de la tristesse, de la culpabilité, et finalement qu'on est très mal. Encore un an après, on peut être très mal parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va, personnellement, et puis collectivement, il se peut qu'on ne sache pas où aller, et puis qu'on a été touché de plein fois, si on a perdu son travail, si on a perdu un membre de sa famille, si on est encore dans la tristesse de ces pertes-là, peut-être des mois après, mais on a besoin d'être aidé. Alors, il s'agit maintenant que vous puissiez peut-être, à travers soit un peu de témoignages ou de questions, je puisse répondre à vos questions, mais vous puissiez vous exprimer sur ce que vous avez vécu, et ce que vous vivez encore, et peut-être on peut voir ensemble des solutions possibles. Parce qu'aujourd'hui, il y a des professionnels qui sont là, des professionnels de la psychologie, mais pas que, des professionnels, on va dire, du soutien, de l'écoute, de l'aide, de l'accompagnement, qui peuvent aider à mieux comprendre, à prendre des décisions pour soi, et possiblement, et je l'espère, à modifier un comportement qui lorsqu'il prend trop de place, il n'y a pas de raison que ça s'arrange. Je veux dire, si on continue à consommer du tabac, si on continue à consommer du cannabis, on va s'inscrire vraiment dans la dépendance, on va s'inscrire dans l'addiction. Et parfois, c'est beaucoup plus compliqué. On va s'inscrire dans les complications de ces addictions, que ce soit les complications que l'on connaît en termes de pathologie cardiovasculaire, de pathologie pulmonaire, de la bronchite chronique, de cancer pulmonaire, de la simple difficulté à respirer quand on marche à l'effort, à l'infarctus du myocarde, à ces complications cancéreuses. Et je rappelle que le tabac, c'est à peu près un tiers de cancer, ça veut dire c'est un tiers de cancer évitable s'il n'y avait pas le tabac, cette substance licite qui coûte beaucoup à la santé individuelle, mais qui coûte aussi à la santé collective, et donc à la sécurité sociale, puisque les soins sont pris en charge. À côté de ça, on a toutes les complications que l'on connaît, peut-être dermatologiques, peut-être au niveau digestif, ulcère, etc. Donc, on a des conséquences graves. Ce sont des conséquences que partage le cannabis, qui est aussi un produit fumé, avec son lot de cancer, avec son lot de pathologies cardiovasculaires, moins bien connu parce que c'est un produit licite qui commence à être de plus en plus étudié, comme le tabac en tant que produit licite, et qui coûte donc aussi à notre société, bien que moins fumé que le tabac, qui est l'une des substances les plus consommées dans notre département en termes de substances fumées. La substance la plus consommée dans notre pays, c'est l'alcool. Dans les substances fumées, c'est le cannabis, le tabac et le cannabis. Donc oui, comment en parler? Il faut en parler, il faut qu'on puisse, on va dire, libérer la parole, sans crainte d'être jugé, sans crainte d'être pointé du doigt, parce que chacun de nous, encore une fois, parfois on ne veut pas se l'avouer, nous avons été touchés vraiment par cette pandémie, nous ne sommes pas francs. Alors j'avais prévu, oui, s'il y a des témoignages déjà, je ne sais pas où nous en sommes Erika au début du temps, mais si des gens veulent déjà poser des questions, dire quelque chose, c'est l'occasion, c'est vraiment un échange entre nous. Ce n'est pas une présentation, ce n'est pas une conférence où je vais monopoliser la parole, c'est vraiment quelque chose que nous puissions échanger, parce que c'est l'occasion qui nous est donnée de le faire ensemble.
Levez le doigt, je ne sais pas si quelqu'un veut s'exprimer. Ah, il y a. Oui. Bonsoir Tony. Bonsoir Marie-Claude. Alors écoute, ce que tu viens de dire, m'éclaire sur beaucoup de choses. Et je comprends mieux les gens qui sont addicts et que dans cette période, ils vont y aller encore plus. Parce que nous, je vais parler de moi. Moi, je ne suis pas une personne addicte, mais c'est vrai que ça fait 1 an que ça dure. Ça fait 1 an qu'on ne sort plus. Ça fait 1 an qu'on ne rencontre plus personne. Ça fait 1 an qu'on a peur. Je viens de vivre quelque chose et c'est pour ça que je me sens très, très sensible à ce que tu dis. J'ai eu un rhume. Et est-ce que c'était le Covid? Je vis avec ma mère. Est-ce que j'ai contaminé? Donc, courir, faire un test. Et tu verras des fois, on te dit, un petit coup de rhum, ça ferait du bien. Tu vois? Prendre un petit coup. Et puis, on apprend à boire seul aussi. Parce qu'avant, on buvait en famille. Mais là, ça fait longtemps qu'on ne boit plus ensemble. On va se dire, pourquoi je vais prendre. Je ne faisais pas ça, mais le punch il est là que j'aime bien. De temps en temps, je me dis, ça fait longtemps. S'il faut que j'attende encore, je vais prendre un petit punch. Mais je me raisonne. Quelqu'un qui fume, va fumer encore plus. Parce que lui, peut-être, il peut moins se raisonner. Alors moi, je trouve que cette pandémie doit nous rendre très humbles. Parce que des choses qu'on ne pouvait pas comprendre avant, on pourrait juger parce qu'il est faible, parce qu'il ne sait pas se prendre en main. On se comprend que nous qui savons nous prendre en main, on devient faible aussi parce que les choses autour de nous nous rendent faibles. Donc voilà ce que j'avais envie de dire. Et pour essayer de voir un peu les gens avec une autre image et un peu moins dans le jugement et un peu plus dans le tendre la main. Donc c'était juste ce que je voulais dire. Et c'est fou quand tu viens de faire l'histoire. C'est vrai que ça dure. C'est vrai qu'on doute en plus. On doute de tout. Parce que tout le monde sait tout, parce qu'il y a des complots, parce que celui qui savait, il ne sait plus, parce que. Et nous, on ne sait plus où donner de la tête. Et si on n'est pas pour la vaccination, on se fait incendier. Si on est pour, on se fait incendier. On fait quoi? On fait quoi? Et on est dans une ère là, on fait quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Puisque de toute façon, tout ce que je ferai, il y aura toujours quelqu'un en face de moi pour me dire pourquoi tu as fait ça. C'est pas bon. Et en plus de ça, on ne voit pas que ça va se terminer. On ne voit pas la fin. C'est ça le pire, c'est qu'on ne voit pas la fin. Je vais arrêter parce que je pense que d'autres personnes pourront aussi avancer ce que je viens de dire. Je te remercie, Marie-Claude, parce que tu viens d'illustrer par un exemple avec un côté émotionnel très important, parce qu'il s'agit de se poser la question, est-ce que je vais contaminer quelqu'un que j'aime? Ma maman. Une personne, bien sûr, d'âge. Qu'est-ce qui va se passer? Et on est dans la crainte, on est dans l'angoisse. On va faire un test et on se questionne. Et encore, parce que ce n'est pas terminé. C'est aujourd'hui, mais ça peut être demain, on peut en avoir un autre. Et on va multiplier et en permanence quelque chose comme ça qui nous, finalement, nous affaiblit parce que c'est comme si on se posait la question du lendemain. Que devient demain? Demain, c'est comment? Demain, ce sera quand le vrai demain? Pas le demain qu'on vit aujourd'hui, parce qu'on peut multiplier les aujourd'hui qui ne seront pas les demain. Le demain, différent. Le demain, on va sortir sans crainte. Le demain, on va pouvoir peut-être embrasser sa maman pour lui dire bonjour, comme on le faisait avant. La caresser, la tenir dans nos bras. C'est pas différent. Et si on le fait, il y a toujours un risque. Même si on a le masque, il y a des risques. Les risques sont là. Alors, bien sûr qu'il y a la vaccination. Bien sûr, c'est une responsabilité individuelle face à soi et pour les autres de cette vaccination, pour lequel il y a tellement d'on-dits, tellement de non-dits et tellement d'on-dits qu'on ne sait plus. Et finalement, la population ne sait plus. Même les personnes qui savaient doutent. Même les personnes parfois qui sont dans le domaine de la santé, tous certains doutent. Et donc, on a créé quelque chose où tout devient effectivement un complot, où on se pose des questions et
Et je n'ai pas parlé des trucs du sommeil, bien sûr. Il est évident que ça vient avec. Et parfois, et comme tu l'as dit de temps en temps, des choses simples qu'on faisait en famille, prendre le verre, on n'a plus l'occasion. Parce que la famille n'a pas l'occasion de se réunir comme avant, voire pas du tout, parce qu'il faut limiter un peu ces rencontres, et finalement, on va boire tout seul. Et puis, on va goûter à cette habitude seule. Sans pour cela qu'on soit addict, mais on va le faire. Ce pour lequel on était contre avant, on le fait seul. Parfois, on coupe seulement, on le fait seul, et avec les conséquences qu'on peut avoir ou qu'on peut ne pas avoir. Mais c'est toujours se dire que l'on va seul, qu'on a ce comportement seul, c'est toujours se dire, tiens, il y a quelque chose qui a changé. Parce que c'était un produit de la convivialité. Et qui dit convivialité veut dire qu'il y a d'autres personnes. On est ensemble, on partage un moment de plaisir, autour peut-être de vin, mais surtout autour d'échanges. Autour d'échanges sur la vie de tous les jours. Échanges, et vraiment, en tout cas, ton témoignage est vraiment illustre très clairement, je crois, une bonne partie de la population sous ces inquiétudes de contaminer l'autre, même à défaut d'être contaminé soi-même. Est-ce que je ne vais pas contaminer quelqu'un que j'aime? Et finalement, de vulnérable compte tenu de son âge, compte tenu de sa pathologie, qui peut être diabète, hypertension, et j'en passe, parce que les personnes âgées ont toutes ces pathologies très souvent. Et donc, effectivement, il y a une vraie crainte. Pour le gens qui n'est pas totalement levé, qui peut être levé avec la vaccination. Bon, le sujet n'est pas la vaccination, on est bien d'accord. On est vraiment justement sur tous ces doutes, les doutes que l'on a et qui perdurent. En tout cas, je te remercie. Et j'espère en tout cas, si un jour tu as besoin d'en parler, parce que tu dis quand même qu'on parle. Parce que finalement, on devrait tous faire ce que tu viens de faire, on devrait tous se parler, pouvoir se dire, tiens, j'ai vécu ça, parce qu'il nous appartient tous d'être un peu soutenants, d'être un peu à l'écoute de l'autre, et peut-être d'apporter quelque chose pour apaiser l'autre, pour déculpabiliser. Parce que parfois, on vit avec de grandes culpabilités en nous, et parfois, ça fait mal de se sentir coupable et de mon Dieu, qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? J'aurais dû faire ça. On est dans l'ambivalence de notre comportement. Merci encore, Marie-Claude. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut intervenir. Je ne sais pas moi. En tout cas, cette situation illustre totalement la question qui était sur l'alcool, mais encore une fois, il n'y a aucun comportement qui a pu être, se dire, qui n'est pas concerné. On a parlé d'addiction à Internet, aux jeux. Vous savez, quand un enfant est à la maison, aujourd'hui, par exemple, les adolescents, les jeunes, plus. Et je rappelle quand même que si on ne peut pas voir les gens physiquement, s'il y a au moins quelque chose qui a été valorisé, c'est pouvoir échanger par le numérique, par cette connexion Internet qui nous a permis de nous voir, de nous parler, de nous écrire, d'échanger, et qui continue aujourd'hui, et qui a largement été valorisé. Alors, bien sûr, on peut se dire que pour l'instant, quand on parle de connexion, il n'y a pas de problème. Parfois, il peut y avoir de l'hyperconnexion. Et puis, parfois, il peut y avoir vraiment de l'addiction à Internet, hein, avec toutes les formes que je viens de citer. Mais ça peut être de l'achat en ligne, ça peut être aller sur les sites particuliers. Ça peut être aussi cette forme de chat en permanence, là, où on discute et on ne fait que ça. Alors. Et puis, ça peut être bien sûr des vidéos. Moi, j'ai vu des personnes faire comment on appelle ça, des apéros en visio. Nous, maintenant, on fait des formations en visio, on fait des réunions en visio. Ben, il y a eu ça aussi en visio. Donc, tous ces comportements sans substance ont pu être aussi des achats en ligne. Si on ne peut pas aller dans un centre commercial, on a le centre commercial universel qu'est Internet, hein, avec tous les sites possibles d'achat en ligne. On a pu effectivement se faire plaisir, mais parfois plus que se faire plaisir, un peu exagérer dans les dépenses, et pouvant peut-être aller jusqu'à des comportements d'achat compulsifs. Je vois d'ailleurs Nathalie Lille qui présente, et je sais que c'est un peu la question des adolescents. On a fait un petit échange hors temps de connexion tout à l'heure. La question des jeunes, Nathalie, je crois que tu voulais peut-être en dire un mot,
Mais moi, il me semble que les jeunes ont été aussi touchés. Je rappelle que les jeunes sont quand même plus vulnérables que les adultes, de par ce temps de passage, les adolescents, là. On n'est pas encore adultes, on subit encore plus de plein fouet tout ce qui se passe, on le subit parce que parfois on ne le comprend pas, parfois on n'a pas eu le temps d'explication, parfois les parents ils mettent quelque chose pour y mettre, et puis parfois aussi, là, comme on peut voir, la question des études, de la scolarité, qui a été mise à mal totalement. Hein. On n'est pas en cours, il faut qu'on sache, mais en même temps, on n'a pas totalement su ce qu'il fallait faire. Ça a été extrêmement compliqué pour les jeunes scolarisés depuis, j'oserais dire, depuis la maternelle jusqu'aux étudiants, même s'il y a eu des aménagements de temps, enfin, des cours en visio. Les cours en visio, c'est pas simple, hein, si on n'a pas une bonne connexion Internet, qu'on habite certaines régions de Guadeloupe où la connexion ne passe pas. Hein. Il y a encore des régions qui ne sont pas bien couvertes. Donc, je pensais que Nathalie, tu voulais peut-être en dire un petit mot. Alors, je ne sais pas comment. Vous êtes partie. Je cours. Tu m'entends? Non. Erika? Erika? Je ne sais pas. Tu peux me mettre le son, s'il te plaît, pour son micro. Est-ce que c'est. Ah non, ça y est, je l'ai. Voilà, ça y est. D'accord. Oui, concernant les jeunes, je suis assez inquiète hein, parce que bon, je vois au niveau du cabinet et puis même autour de moi. Bon, alors c'est bien, il y a eu des stratégies pour essayer de rattraper les cours, etc. et par Internet. Mais du coup, ça fait que les jeunes sont encore plus connectés et pour les parents, c'est difficile d'essayer de réduire, de canaliser. Donc, c'est du temps qui est encore absorbé. Donc, c'est compliqué. Donc, par rapport aux jeunes, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Alors, moi, au niveau de cette crise, je vois au niveau du cabinet d'une manière générale, ou même autour encore, comment dire, un peu pas de type, mais enfin, un peu, je vois qu'il y en a qui le vivent plutôt bien, qui vivent plutôt bien cette crise, enfin, comment dire, qui arrivent à trouver un peu leur solution, et puis d'autres qui sont complètement submergés par ça. Et il y a la question, effectivement, bon, le rapport à l'autre, mais on a plus de temps. On a beaucoup plus de temps et de temps pour être face à soi. Il n'y a plus de distraction, c'est-à-dire de distraction un peu qui permettent de s'oublier un peu on vit, on fonctionne, etc. On consomme, etc. On était un peu dans une vie un peu fébrile. Et là, maintenant, le rapport au temps, on a du temps, il faut organiser et en même temps, on est face à soi. Donc, ça peut être compliqué pour certains. Il y en a qui, au contraire, qui ont utilisé ça pour vraiment se retrouver, faire des choses de la création, des choses où ils se sont retrouvés, enfin voilà, ils ont du temps pour eux, ils ont pu s'exprimer, enfin s'extirper un peu de cette machine un peu enfin, la notion d'existence. Et d'autres qui, vraiment face à ça, à cette notion d'existence, c'est-à-dire d'être hors d'eux, sont complètement paniqués. Donc un peu je vois ça. Et au niveau de la consommation, les consommations, alors que ce soit au niveau comment dire, des substances ou des produits sans substance, enfin, des produits ou voilà, ou addictions sans substance, mais aussi des consommations habituelles, sans forcément qu'il y ait addiction, mais consommation, c'est-à-dire on va au magasin, on est un petit peu ce truc où on fonctionne, mais sans forcément un peu comment dire s'extirper, c'est-à-dire penser un peu au sens de sa vie. C'est-à-dire que là, et là, cette crise un peu nous oblige à comment dire, aborder ça. Et effectivement, c'est à la fois, ça peut être très enrichissant pour certains et complètement déroutant pour d'autres. Donc, bon, voilà. Effectivement, on a effectivement besoin on n'a pas tous vécu dessus la crise de la même manière, et que ça nous ramène chacun de nous dans ce que nous sommes, dans ce que nous sommes, dans notre histoire personnelle, dans
nos habitudes, encore une fois, nos surconditions, mais finalement, certains ont pu voir un intérêt pour modifier peut-être des situations qui étaient, j'allais dire, problématiques qu'on voudrait changer, découvrir autre chose, être plus créatif dans autre chose, accepter la situation parce qu'il n'y a pas le choix finalement. Et puis d'autres, effectivement, ont eu du mal, pour d'autres raisons, non seulement à l'accepter, à la vivre, ils l'ont subi de plein fouet et n'ont pas su trouver des stratégies, parce qu'il faut mettre en place des stratégies. Hein. Je rappelle que... Et puis, dernièrement, j'ai rencontré une ancienne patiente, une jeune patiente qui est au bac, et elle me racontait que c'était difficile par rapport effectivement aux demi-jauge, etc. Enfin, le contexte était très difficile, etc. Et je lui disais, mais on est en temps de guerre. On est en temps de guerre, et ça, qu'est-ce que tu vas apprendre de ça? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu dois justement trouver comme stratégie? Et je lui dis, mais ça, c'est difficile, effectivement. Là, tu avais l'habitude, effectivement, tout n'est pas à disposition. C'est-à-dire que c'est difficile, il faut te battre maintenant. Et peut-être que c'est l'occasion pour que je lui disais ça, tu développes le courage et l'autonomie. C'est-à-dire que peut-être que là, là maintenant, tu es en train d'apprendre à faire par toi-même, à trouver des solutions, et puis à te battre, et puis, même si c'est difficile, voilà. Et je dis, mais ça dépend de toi. Qu'est-ce que tu vas en tirer? Donc, je pense que c'est un petit peu... c'est-à-dire prendre un peu du recul par rapport à cette situation, et c'est ça qui est un peu difficile. C'est-à-dire, on a le temps, et maintenant, on est face à ça, et on se dit, mais qu'est-ce que je fais maintenant de ma vie? Ma vie, elle est comme ça. Et ma vie aussi avec, on a vu les morts, etc. Bon, ma vie, elle est fragile aussi. Il y a la vie des autres, etc. Je suis... donc, comment moi, je vis avec ça? Et aussi, comment j'intègre l'autre? Parce que même cette histoire de masque ou de contact, etc., ce qui est assez particulier, c'est qu'effectivement, je ne peux plus embrasser l'autre, mais en même temps, je dois encore faire plus attention à l'autre. C'est-à-dire que c'est encore un effort et souvent, d'ailleurs, hein, les gens qui ont le plus de mal à porter le masque, hein, souvent, des fois, il y a un petit peu ce côté moi, j'en peux plus, moi, j'en peux plus. Mais et le côté et l'autre, je le protège, c'est-à-dire protéger l'autre, c'est-à-dire le côté de faire des efforts, de sortir de soi et penser à l'autre. Donc c'est ça, à la fois être moi et en même temps intégrer l'autre, mais d'une manière beaucoup plus réfléchie. Et protecteur. Voilà, protéger l'autre. Voilà, protéger l'autre. Donc c'est toute une question aussi de l'amour, hein, enfin, donc du sens de la vie, voilà, l'amour. Donc c'est-à-dire et moi je m'aime et qu'est-ce que je veux pour moi, et aussi et l'autre, qu'est-ce que je veux, je veux. Une abstraction un peu de moi de temps en temps pour penser à l'autre. Oui, bien sûr, mais il faut quelque chose pour l'autre. Peut-être mais de toute façon, les deux vont ensemble. Hein. C'est-à-dire que l'amour de soi va avec l'amour de l'autre. Quelqu'un qui n'aime pas l'autre ne s'aime pas, puisque l'autre, c'est comme un moi-même. Et réciproquement, on ne peut pas. Donc, les deux vont ensemble. Donc, ça met en difficulté, et ça montre un peu bien la valeur, la fragilité, et du coup, la valeur de l'être. Donc, c'est bon, moi j'observe, et alors il y a des gens effectivement qui sont complètement mis à mal, et il y en a d'autres qui s'en sortent, mais au cabinet qui sont vraiment voilà, je vois des grands changements, des miracles. Oui, tu as dit rebondi. Certains ont rebondi vraiment. Voilà, vraiment rebondi, et qui ont voilà, un sens à leur vie, mais vraiment beaucoup plus et qui ont pu prendre de la distance par rapport aux choses. C'est-à-dire penser leur vie, réfléchir à leur vie. Arriver aux choses essentielles. Voilà. C'est ça. Aller à l'essentiel, et puis réfléchir à ce que je veux, voilà, ce qui se décide, et puis aussi à ce que la vie m'apporte. C'est-à-dire que c'est pas moi qui décide, qui fait que, voilà. Aussi la vie, je dois aussi m'adapter. Il y a des choses qui m'échappent. Tu as dit adaptation. Oui, voilà. Et c'est-à-dire que la dame Marie-Claude Joseph, là, elle a parlé, maintenant, ça nous, le grand terme, l'humilité. Elle a dit, bon, ça nous rend humble. Effectivement, il y a des choses, voilà. Humble, c'est-à-dire en lien avec notre condition humaine. C'est-à-dire que je suis mortelle, je suis faible, et l'autre aussi. Et en même temps, pourtant, ma vie et celle de l'autre a du sens. Finalement, c'est comme dire de toutes ces choses extrêmes de la vie, extrêmement
négatif, on tire quelque chose de positif pour soi-même. Mais bien sûr. Et donc, c'est voilà. Et donc, le côté du courage, et donc, effectivement, par rapport aux addictions, elle le disait tout à l'heure, effectivement, quand on est un peu. On n'en peut plus, hein, effectivement, on est tellement bombardé qu'on se dit, ben, ok, je lâche un peu, je lâche. Mais je lâche, je lâche. Mais en même temps, c'est la question du courage, donc c'est. Jusqu'où je lâche. Voilà, jusqu'où je lâche. Et puis bon, en même temps, est-ce que c'est pas un appel aussi à. Allez, vas-y. Bon, mais bon. Fais et voilà, agis, voilà. Et vois ce qui arrive. Et puis non pas, comment dire, d'une manière, comment dire, externaliste, c'est-à-dire dans le sens, ça m'arrive, oui, les gens, on me fait, etc. Mais je dis, et moi là-dedans, ok, il y a ça, il y a ce contexte, et moi là-dedans aussi, et moi, ma responsabilité. Et ma responsabilité par rapport à l'autre, et ma responsabilité par rapport à ma vie. Et moi aussi, bon, je suis dans cette situation, je peux pas faire, je peux pas changer les choses, mais je peux changer moi. Je peux me changer. Je peux faire quelque chose. Qu'est-ce que je fais de ça? Et de ce temps? Et de ce temps où je suis face à moi-même, bon, eh ben, ok, m'accueillir et puis voir qu'est-ce qui va émerger de moi-même et de l'autre. Et de l'autre, absolument. Est-ce que finalement, ce côté un peu, j'allais dire, mondial, n'est pas aussi quelque chose qui fait que, oui, on ne va pas rejeter la faute sur l'autre, ou l'autre, ou moi, je, mais finalement, tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Voilà. Donc, au niveau, voilà. Donc, au niveau comment dire, de l'humanité, du vraiment, c'est quelque chose d'une expérience, mais incroyable. C'est-à-dire voilà, essayer de retrouver et, comment dire, sonder et prospecter sur son humanité. Parce que, effectivement, le monde, enfin, on n'est pas seul. Et là ce petit virus, il nous montre qu'on n'est pas seul. Que c'est tout un. Et tu dis ce petit virus, il est même invisible. Oui, qui est invisible, qui est partout. Invisible et qui est partout. Oui. Peut-être nulle part en même temps partout. Voilà. On ne sait pas qui peut frapper. On ne sait pas qui est-ce qui va frapper. Oui. Mais on est dans un risque éventuel. Et pour cela, les précautions, tout cela, ça va jusqu'à se restreindre quand même. Bien sûr. Ça va être soi-même presque replié sur soi parce que pour se protéger, pour protéger l'autre. Voilà. Quelque chose, c'est déjà courageux finalement, ça veut dire ça, quand même, non? C'est déjà un peu courageux finalement. Bien sûr. Mais c'est-à-dire ça, c'est être sujet et non plus consommateur. On n'est plus consommateur, on est sujet. On est sujet. Donc là. En tout cas, moi j'entends ce que tu dis là, qui nous dit là quand même rebondir. Comment rebondir? Parce qu'on ne peut pas ne pas rebondir. Parce que finalement, cette crise, tu l'as dit, nous fait nous ressentir sur nous ce que nous sommes, nous regarder de l'intérieur. Parfois, ce qu'on n'a jamais pu faire, parce que non seulement on se regarde parce qu'on a le temps déjà, parce qu'on peut être dans le faire et ne jamais se regarder le faire. Et là, cette crise nous a fait nous arrêter un moment et nous regarder de l'intérieur. Dans ce que nous sommes parfois un peu, finalement, il faut dire, transformés. Il s'agit de petits virus qu'on ne voit pas, tout petit, minuscule, et qui peut nous transformer. Puis il peut nous transformer notre manière d'être avec l'autre en créant des peurs, en créant des angoisses, en créant de la panique. Transformer dans la relation au monde, sur le regard sur le monde, c'est quand même incroyable ce que finalement, peut-être dans quelques années, nous allons pouvoir regarder différemment, parce qu'on y est encore dedans, donc on ne peut pas encore bien s'en détacher, bien le regarder, mais en même temps, l'être humain aujourd'hui, est-ce que c'est pas quelque chose que c'est. Je sais pas, parce que moi j'entends du coup le côté positif que tu as décrit, là, et même dans le côté négatif, un peu, on vit des choses, mais il y a une remise en question quand même. Toujours. On ne peut pas ne pas remettre en question quelque chose. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Bien sûr, et puis l'humanité, enfin toutes les crises humanitaires, enfin, c'est-à-dire de l'humanité, hein, ça a été ça, c'est-à-dire les guerres, la Seconde Guerre mondiale, enfin tout ça, ça a été une remise en question où on a été trop loin. Ça a été une remise en question de se dire, mais de notre humanité. Et moi, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Et quelle est ma responsabilité là?
Non, non, mais en tout cas, merci Nathalie, parce que vraiment, c'est toujours intéressant, du coup, de se revoir à travers nos patients qui nous disent des choses, et puis peut-être, on n'a pas parlé de nous, nous les professionnels, parce que finalement, quand même, derrière ça, nous sommes professionnels, hein, nous sommes là, mais comment on vit ça de l'intérieur, nous professionnels? Parce que du coup, on doit écouter, on doit prendre en charge, on doit soutenir, on doit accompagner, mais en même temps, comment on vit ça? Parce qu'on devient être comme les autres avec nos propres peurs finalement aussi, d'être contaminé, de contaminer l'autre, et finalement peut-être même de contaminer nos patients. C'est-à-dire vraiment être, vraiment, comme elle disait, humilité, c'est-à-dire dans le sens où je ne sais pas et je me laisse enseigner, c'est-à-dire j'observe. Et je pense que c'est là, je vois ce qui va émerger et voilà, j'accueille. Et donc, je pense que c'est un petit peu ça. Si on peut soi-même comprendre ça, c'est-à-dire sortir un peu de ce truc de toute puissance qu'on a chacun, hein, chacun à son niveau, etc. Mais sortir de ça et de se dire, mais je suis aussi, je ne sais pas tout. Et moi-même aussi, je peux, voilà. Donc, voir, accueillir et voilà, humilité. De l'humilité. Non, donc ça a transformé aussi. Mais bien sûr, bien sûr. Oui, cette puissance qu'on a pu avoir à certains moments, se dire que oui, effectivement. Et puis s'accorder l'idée de peut-être à un moment de moins bien faire parce qu'on a été sur le même sort que tout le monde à un moment. Bien sûr, bien sûr. Parce que d'abord, comment faire pour nous, comment on va pouvoir. D'accord. Merci beaucoup, Nathalie. De rien. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Et Mika, mais du coup, est-ce qu'on diffuse? Alors, on avait une vidéo à diffuser, mais si on est dans l'échange, on pourrait rester dans l'échange. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, Mika? Est-ce que d'autres personnes souhaitent intervenir? Madame d'accord. Ok. En tout cas, voilà, on avait une petite vidéo qui parlait de tabac, qui parlait un petit peu d'évolution de la situation, notamment en France métropolitaine, on va dire, un petit peu les évolutions constatées déjà depuis un certain temps, avec une diminution de la consommation de tabac, mais aussi des inquiétudes face à certaines populations peut-être plus fragiles, les femmes notamment, mais aussi les jeunes et les consommations des jeunes, avec toutes les politiques qui ont été mises en place depuis un certain nombre d'années, qui ont concerné notamment le tabac en public, l'augmentation des prix. Hein, je veux dire, il faut pouvoir se payer un paquet de cigarettes, mais on sait aujourd'hui qu'il y a de la dégouillardise et que les consommateurs parfois ont trouvé des stratégies. Par exemple, pour nous, Guadeloupe, ça a été récupérer des paquets ailleurs, mais aussi par partialité. Enfin, bon, il y a eu des tas de situations. Je pense qu'on peut peut-être passer un petit moment, une petite partie pour mettre en bouche nos bisous, nos internautes. Voilà. On a vu ces dernières années, en fait, une nouvelle cible, c'est les femmes. Il y a une vingtaine d'années, c'était essentiellement les hommes qui étaient touchés. Et il y a de plus en plus de femmes qui fument. Et on sait que les femmes, par défaut, sont plus fragiles que les hommes. Avec 16 millions de fumeurs en France, si on essaye de comprendre ce qui se passe par catégorie dans ces 16 millions, dans les 15-85 ans, il y a une personne sur 3 qui fume de temps en temps. Mais si on détaille encore plus, dans les 18-34 ans, c'est une personne sur 2. Et chez les 15-19 ans, ce chiffre-là m'a vraiment étonné, c'est un jeune sur 2 qui fume. C'est inquiétant ces chiffres-là, forcément. C'est inquiétant et surtout, ça évolue peu, malgré les campagnes, malgré l'évolution du temps. On constate que finalement, le nombre de fumeurs ne baisse pas tant que ça. Et c'est vrai que oui, les 80 000 décès par an, parce que c'est quasiment ça, ne changent pas grand-chose à la donne. Alors, quelles sont les conséquences du tabac sur notre... Alors, je vais relancer le partage, parce que visiblement, il y a un petit souci. On relance le partage. Bon, c'est toujours le direct.
Partage en cours. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé des personnes âgées. Pour certaines, on a parlé des jeunes, on a parlé un petit peu des adultes, des personnes âgées qui parfois ont été un peu isolées, n'ont pas pu recevoir de visite, ou ceux qui étaient dans l'institution ont reçu moins de visites de leur famille, compte tenu de ce confinement, on n'avait pas le droit de se déplacer. Peut-être là maintenant? Oui? Normalement, là, ça y est. Vous voyez, c'est bon? Oui. Votre santé, quels sont les outils qui sont mis en place pour vous accompagner vers un sevrage tabagique? On va voir tout ça. On a des trucs et des astuces à partager avec vous, avec Sébastien. Vous voyez ce qui suit et on continue à parler du tabac et de la cigarette tout de suite après. Aujourd'hui, on parle de cigarettes, mais pas de sel au chocolat. Non, 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 on parle de tabac, même si c'est tabou. Vous, de mémoire, du moins, c'est aux Indiens d'Amérique que l'on doit la feuille de tabac, qui est considérée comme une plante très rare. Mais c'est le célèbre explorateur Christophe Colomb qui l'introduit en Espagne en 1492, en rentrant les poches pleines de graines de tabac. Entre l'Espagne et le Portugal, il n'y a qu'un pas, et c'est donc l'ambassadeur de France à Lisbonne qui séduit les élites françaises avec de la nicotine. Il faudra tout de même attendre 1843 pour que la production de cigarettes voie le jour et que la consommation à travers le monde explose. Un peu comme le poumon d'ailleurs. Et oui, le tabac tue. En fait, c'est même la première cause de mortalité dite évitable en France. Il est responsable de 90% des cancers du poumon et de 73 000 décès prématurés chaque année dans notre pays. Et pourtant, un Français sur trois fume encore. Pour eux donc, et pour endiguer ce problème sanitaire, le gouvernement augmente le prix des paquets de cigarettes. Dans les années 90, un paquet coûtait 1,50 €, donc il en coûtera 10 € en 2020. Pour 2018, on estime à 1,8 milliard d'euros le montant attribué à l'assurance maladie via les recettes de tabac. Elles se partagent entre le fabricant et le vendeur, mais reviennent majoritairement à l'État et à la Sécu. Le serpent qui se mord la queue, quoi. Bon, mine de rien, ça marche. Depuis 2016, on compte 1,6 million de fumeurs en moins. Comme quoi, la hausse des prix, ça fait un tabac. Et encore, les chiffres peuvent être discutés et évidemment. Quelles sont les conséquences directes du tabac, Sébastien Tétard, sur notre santé? Les conséquences directes peuvent être multiples. En fait, tous les organes peuvent être atteints, de la tête aux pieds. Ça récompense bien entendu au poumon, c'est l'organe préférentiel, mais il faut également penser à nos artères, nos infarctus, l'artère des membres inférieurs, la bronchopathie chronique obstructive, maladie, c'est de la maladie du fumeur, mais on va le retrouver aussi au niveau des dents, au niveau du teint, Au niveau de la mort prématurée de la peau. tout à fait, les rides, l'acné en augmentation. Il y a les risques de tuberculose qui sont majorés chez les fumeurs. Ouais, on peut majorer, et surtout rendre plus difficile son traitement, parce que des fois les conséquences vont dans ce sens-là. Alors pour autant, il y a quand même des fumeurs qui cessent de fumer. On a cherché des chiffres officiels, entre 400 000 et 500 000 personnes arrêtent de fumer chaque année pour au moins un an. Ça veut dire que dans ces 400 000 ou 500 000, certaines vont reprendre, évidemment, à fumer. Vous travaillez dans un centre qui est unique en Creuse, qui accompagne celles et ceux qui veulent arrêter de fumer. Alors, quand je dis qu'ils veulent, pas tout à fait, parce que certains sont contraints, n'est-ce pas? Alors voilà, donc au niveau d'établissement où je travaille, c'est un établissement de soins qui accueille des patients en cardiologie et en pneumologie, donc deux spécialités qui sont concernés. Certains patients, en effet, nous arrivent, par exemple, après un infarctus, et ils se retrouvent contraints d'arrêter de fumer. Et on voit tout à fait la différence avec quelqu'un qui va venir spontanément prendre une consultation. Ça ne va pas du tout être la même approche. Mais après, en termes d'efficacité, on ne peut pas savoir, parce que une personne contrainte par la maladie, malgré tout, voilà, ça peut être le déclic qui a tout changé. Puis à côté, quelqu'un qui arrive plein de motivation, finalement, la motivation va s'essouffler au fil du temps. Alors, quelles sont les astuces, par exemple, quand on a réussi à diminuer le nombre de cigarettes par jour, pour parfois même arriver
à cesser de fumer et que de temps en temps, allez, on a envie de craquer. Est-ce que vous avez des petites astuces, des trucs à donner à ceux qui nous regardent? Qu'est-ce qu'on fait quand on a envie d'aller chercher une clope dans son sac? Eh bien, il faut avoir donc, des outils de compensation. C'est ça qui est le plus important. Donc, ça peut aller du simple verre d'eau, qui est dans l'eau, qui fonctionne très bien à certains moments. Ça va aller vers un chewing-gum, vers une pastille. Ça va aller vers les aides médicamenteuses aussi. Les substituts nicotiniques peuvent grandement aider l'arrêt s'ils sont bien utilisés, s'ils sont prescrits par des professionnels de santé. Un accompagnement. Un accompagnement. C'est vrai que le secret, on va dire, c'est se faire aider. Pas essayer de le faire tout seul dans son coin, parce que ça, c'est le faire avec difficulté. Et on sait que les difficultés, au bout d'un moment, s'embassent. Bien sûr. Voilà. Un accompagnement, voilà. L'idée quand même, c'est que on a pu parler de ces addictions, de ces consommations dans cette crise, pendant cette crise Covid. L'idée, c'est bien sûr qu'on soit conscient finalement qu'il y a un problème. Le problème, parfois, qu'on n'arrive pas à dépasser seul et que parfois, il faut savoir demander de l'aide de professionnels, quel qu'il soit. Ça peut être son médecin traitant, ça peut être son infirmière, sa psychologue, le pharmacien, enfin, tout professionnel de santé, et qui pourra, en fonction de la situation, orienter vers un professionnel de la dictologie. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le tabac est une addiction sévère. On considère que l'addiction au tabac est un petit peu sur la même ligne que l'addiction à la cocaïne, donc très difficile, donc avec une substance très addictogène. Je rappelle que c'est une substance licite, donc autorisée. Il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas d'interdiction, sauf chez les mineurs à la vente. Et donc on arrive comme ça avec un produit qui est très utilisé, qui est finalement très accepté, même si aujourd'hui les lois anti-tabac ont permis de faire avancer les choses. C'est un produit, malgré tout, qui est bien présent dans notre département, même si les chiffres montrent qu'on est au-dessous des chiffres de la métropole. Nous, dans nos consultations d'addictologie, le tabac est très souvent retrouvé associé à d'autres comportements, que ce soit la cocaïne, que ce soit l'alcool, que ce soit le cannabis. Et je rappelle que dans un joint, quand on dit qu'on prend un joint, très souvent dans un joint, il y a du tabac. Il y a des feuilles de cannabis, des tiges de cannabis, mais il y a aussi du tabac. Il y a du tabac fumé. Donc les conséquences sont les mêmes, tabac, cannabis. Donc il faut savoir reconnaître qu'on a un problème, il faut savoir, quand on n'arrive pas à faire seul, aller vers un professionnel, ou sinon appeler une structure avec sa part, à défaut appeler le 47-1700 qui va vous orienter vers les structures. On entendait tout à l'heure qu'on fait dire effectivement qu'on a des aides, qu'on peut trouver des stratégies personnelles pour éviter de prendre une cigarette, des stratégies très personnelles, prendre un verre d'eau, manger un chewing-gum, mais ça peut être l'occasion aussi effectivement d'avoir un traitement de substitution. Je rappelle qu'il n'y a pas le tabagisme, l'une des maladies addictives avec les opiacés a bénéficié de traitements efficaces de substitution que quand il est bien prescrit, avec un accompagnement bien ciblé et très efficace pour les patients qui permet donc le succès du sevrage tabagique dans les délais habituels, tous les 3 mois, 2-3 mois en général. Donc oui, c'est une question. Je voudrais savoir si au niveau des structures, est-ce que au niveau des personnes en addiction à l'alcool, est-ce que vous avez, depuis le Covid, est-ce qu'ils arrivent à vous? Est-ce qu'il y en a, enfin, au niveau du chiffre, est-ce qu'ils consultent ou plutôt ils restent chez eux ou, comment... Au tout début du confinement, dans la première partie, on va dire le premier mois, là, on va dire mars jusqu'à début mai, on avait l'impression qu'il ne se déplaçait pas tellement, qu'il ne venait pas tellement. Alors, nous, on avait pris le parti, notamment au CHU, d'appeler les patients communicants. On a eu quelques coups de fil, et puis après le déconfinement, de plus en plus, on a des patients qui viennent, qui disent avoir effectivement augmenté leur consommation d'alcool, je ne parle d'alcool, pendant ce confinement, que c'était très difficile pour eux, un vécu extrêmement, on peut parler parfois un peu traumatisant pour certains, comme ça, de but en blanc, et avec des difficultés bien sûr à pouvoir modifier en sens inverse les consommations, voire arrêter. Donc, une vraie impuissance
dans son contexte compliqué, et donc pour lequel il demande de l'aide. Donc c'est ce qu'on retrouve dans les structures d'addictologie, que ce soit dans les consultations hospitalières, ou dans les structures, dans les SARA, les centres de soins, l'accompagnement et les préventions d'addictologie. Donc oui, je ne sais pas si toi, au niveau des libéraux, qu'est-ce qu'il en est. Je sais que... En fait, ils viennent pas forcément pour ça, mais on voit que c'est là. On voit que c'est là. C'est-à-dire que ça vient, voilà, ça se dévoile après. Et oui, ça se dévoile. Je sais pas comment dire. Et puis beaucoup de comment dire, un peu d'alcoolisme mondain, beaucoup dans certaines populations, beaucoup. Soit chez des jeunes ou soit chez des métros aussi, où c'est très festif, un peu in, etc. Enfin bon, à la limite ça fait même un peu très mondain. Et où finalement il y en a qui comment dire, qui sont dans des milieux où finalement comment dire, enfin, de socialisation, etc. Mais qui sont très dans la jouissance, dans la, comment dire ça, la jouissance, je ne sais pas comment dire, et qui finalement, ils tombent là-dedans finalement. C'est vrai qu'on a un alcoolisme mondain comme ça, c'est quelque chose qui est connu depuis de nombreuses années, mais c'est vrai que la partie confinement, à la maison, ouais. On a un petit peu centré les choses. Alors, ça pouvait être des personnes aussi qui, dans les déjeuners d'affaires, les repas du midi, pouvaient boire un petit peu, on va dire, pour le verre. On sait que ça a été un peu plus excessif quand même à la maison, avec quelque chose qui compensait le fait probablement de restriction, d'interdiction, très probablement. Donc, on soit un modèle, tout en étant festif, un peu soulagement de choses qu'on ne peut plus faire, pour lesquelles ça s'est arrêté. Et donc, c'est de l'alcoolisme mondain avec des personnes. Alors, j'oserais dire que je n'ai pas eu tant que ça de ce modèle-là, mais beaucoup plus de personnes, effectivement, qui avaient des consommations, on va dire, assez régulières. Et finalement, avec le confinement, c'est multiplié. Des choses contrôler, des choses où l'entourage commence à s'inquiéter, si ça avait été un peu pas trop mal vu pendant le confinement réellement, et de plus en plus visible et donc poser le mot. Il y a Marie-Claude qui souhaite intervenir. Marie-Claude, oui. Alors, j'ai assisté à quelque chose. Alors, quand Madame Nini parle d'alcoolisme mondain, écoute, avec Lucienne, une fois en sortant du travail, et on a vu que c'était régulier, eh bien, on a assisté à des personnes qui se réunissaient avec leurs glacières, leurs chaises, leurs bières et tout, parce que tu sais, les gens font leur after work et ils ne pouvaient plus le faire. Eh bien, nous avons été les gens se sont organisés sur des parkings d'entreprises, à Jarry, hein, nous avons vu ça, avec leurs chaises, tu sais, comme si c'était à la plage, hein, et très organisé, des bouteilles et tout. Tu sais, on est passé 2 fois pour se demander qu'est-ce qui se passait, parce qu'on n'a pas compris. Et en fait, comme nous, on finit des fois tard, il est déjà 18 heures, et on s'est rendu compte que c'était quelque chose qui était régulier. Les gens se réunissaient avec leurs glacières, avec leurs chaises et tout, et ils étaient nombreux dehors sur des parkings, et ils buvaient ensemble. Ça m'a... Waouh! Non, mais ça se trouve des formes aussi d'adaptation et de créativité. Voilà. Quand la glacière est sur le parking de l'entreprise, c'est aussi une forme de créativité, c'est surtout une forme d'adaptation à des rituels qu'on ne retrouvait plus, qu'on ne pouvait plus s'adonner à ces rituels, et il fallait trouver l'occasion de créer cette relation en groupe. Donc, effectivement, ça montre bien, effectivement, ça aussi, comme représentation rituelle autour de ces after-work, autour de l'alcool, parce que l'after-work, il y a alcool. Hein. Oui. Effectivement, tout à fait. Et c'était pas seulement le vendredi, hein. C'était pendant la semaine. C'était pas la veille de week-end, hein.
C'est ça qui est assez particulier. Donc, c'était sur plusieurs soirs dans la semaine. Ça, c'est plus inquiétant quand même parce qu'on a l'impression que l'afterwork est un peu l'afterwork de la journée simplement, mais aussi l'afterwork de la semaine. Hein. On a terminé une bonne semaine de travail, on a besoin de décompresser, on a besoin de partager, on a besoin de faire autre chose, avant de rentrer chez soi dans quelque chose qui peut être contraint, parfois pour certains. Et donc, se retrouver entre potes, entre collègues, et effectivement partager, échanger, mais aussi boire. Et si c'est les jours de la semaine, c'est déjà un peu plus inquiétant, puisque ça met une régularité, en tout cas quelque chose qui n'est pas habituel. Mais de ce que j'ai pu observer, c'est que ce soit au niveau cannabis, alcool ou autre drogue, hein, même, en fait, c'est comme si c'est un facteur de socialisation, comme si c'est un critère à la limite même, où tu veux rentrer dans un groupe, voilà, ça fait partie des us et coutumes. Et finalement, les gens qui n'y étaient pas, mais pour intégrer un groupe, finalement, se mettent à là. Et moi, j'observe ça surtout chez les jeunes, les jeunes, un peu ceux qui viennent de travailler, etc. Enfin, pour s'intégrer. Et puis, beaucoup chez les métropolitains qui sont arrivés ou qui arrivent ou qui sont là, voilà. Et qui, bon, finalement, se socialisent, mais dans des petits groupes un peu entre eux. Hein. Entre eux, bien sûr. Et voilà, où ça tourne autour de la fête, la jouissance, etc. Mais finalement, voilà. Alors, on a une question ou une remarque. Bonsoir, avec la loi sur la légalisation du cannabis, ne pensez-vous pas avoir moins de personnes, notamment les jeunes, en consultation ou au contraire une recrudescence de consommateurs si la situation n'est pas suffisamment encadrée, en dehors du cadre thérapeutique, bien sûr? Alors, c'est vrai, il y a la loi sur la légalisation, il y a la dépénalisation et la légalisation. Alors, c'est vrai que très probablement, les choses vont être différentes. Ça veut dire que tous ceux qui est un peu, j'allais dire, un peu les délits autour de la fabrication, autour de la vente, autour de la consommation, pas de la consommation, mais de cannabis, ça va un peu, il y aura un peu, ça va être mis de côté. Ceci dit, on a deux produits totalement licites, que sont le tabac et l'alcool, et ça n'empêche que ce sont les deux produits qui posent le plus de problèmes en matière de santé aujourd'hui et aussi en matière de dépendance. Donc effectivement, la légalisation va simplement permettre qu'on puisse le consommer, mais ça ne change pas les vertus ou les vertus de cette substance psychoactive qu'est le cannabis, et donc de son pouvoir d'entraîner une addiction, une dépendance secondaire, notamment chez les jeunes, parce que je rappelle que plus on est jeune, plus on a un risque de développer une dépendance, et plus rapidement une dépendance, que ce soit une dépendance à cette substance que l'on consomme ou à d'autres substances. Donc, effectivement, plus les jeunes vont consommer tôt, mais plus seront dépendants très tôt. Donc, sur l'aspect légalisation, sur l'aspect addiction, ça ne va pas changer les choses de légaliser. Sur l'aspect maintenant délit et tout le trafic, tout ce qui se passe autour de l'argent, des taxes qui ne sont pas prises dessus, de ces délits, vraiment autour des trafics, hein, et notamment peut-être plus de cocaïne, mais aussi de cannabis, on aura un peu moins ces effets-là, puisqu'on aura un produit qu'on trouvera dans certains endroits, qui va être quand même réglementé, mais on n'a pas vu pour autant l'addiction diminuer à Amsterdam ou dans d'autres pays qui ont légalisé récemment. On a vu effectivement moins de délits autour de cela, mais on a vu aussi flamber, notamment beaucoup plus parce que c'est déjà plus fréquent à Amsterdam depuis très longtemps, flamber la question de l'addiction, de la dépendance au cannabis. Alors, moi, j'aurais une question en entendant donc toutes vos interventions. On pourrait se dire, est-ce que du coup, c'est un vrai ou un faux débat? Dans le sens où on parle de consommation mondaine, donc on est dans un système sociétal où il faut s'adapter, être comme tout le monde et tout. Mais du coup, la question du danger sur la santé, la question de l'impact véritable, donc des conséquences, comment est-ce que du coup on pourrait faire en sorte que
ce soit véritablement pris au sérieux, j'ai envie de dire, puisque on a l'alcool qui est légalisé, enfin c'est autorisé, le tabac est autorisé, de plus en plus il y a des consommations, enfin des produits à base de cannabis, THC, je sais pas, qui sont de plus en plus mis en avant. Donc du coup, on se demande, est-ce que au final, il y a un vrai problème ou pas? Il y a un vrai problème qui est que... Comment est-ce que du coup on pourrait arriver ou qu'est-ce qu'il faudrait faire en amont pour toucher, je sais pas, dès le départ, avant qu'il y ait consommation, pour que... Alors, une chose est sûre, on n'est pas tous égaux face aux substances déjà. En fonction de qui on est, en fonction de notre histoire personnelle et familiale, en fonction des traumatismes vécus dans l'enfance, en fonction des différentes pathologies qu'on a pu avoir, que ce soit de la dépression ou une pathologie mentale, donc on n'est pas tous égaux. Maintenant, si on pense simplement à la question de l'âge, une vulnérabilité, déjà l'âge. L'âge a deux extrêmes. L'âge chez les enfants et les adolescents, l'âge chez les personnes âgées. C'est les deux extrêmes déjà où les risques sont beaucoup plus importants, d'avoir un risque bien sûr de développer une dépendance et des conséquences immédiates de ces consommations, que ce soit en termes de chute d'une personne âgée, que ce soit en termes d'aggravation d'une pathologie d'une personne âgée, ou que ce soit, on peut parler d'accidents de la reproduction jeune, que ce soit dans les troubles cognitifs, les troubles de mémoire, d'attention, de concentration qui peuvent venir dans l'aspect au niveau de la scolarité, que ce soit certaines maladies qui peuvent être révélées par la consommation de cannabis. Donc, la question n'est pas sur la légalisation, sur l'aspect problème, c'est qu'on n'est pas tous égaux, il faut se connaître. Est-ce que l'individu aujourd'hui a absolument besoin d'un produit? Et s'il a besoin d'un produit, qu'est-ce qu'il en fait? Quelle est la relation qu'il a envie avec? Pourquoi faire? À quel moment? Dans quel contexte? Est-ce que je dois l'utiliser comme finalement aussi bien que pour me détendre, pour me traiter de quelque chose, pour me soulager, simplement pour partager quelque chose? Chacun doit un petit peu regarder sa relation à un produit. Ma relation à l'alcool, quelle est cette relation? Ma relation alors on ne se pose pas la question comme ça, mais au joint, on peut se la poser comme ça. Quelle est cette relation que j'ai? Est-ce que c'est un produit qui représente le centre de ma vie et qui est présent dans tous les moments importants de ma vie? Ou est-ce que j'en fais un produit, j'allais dire comme ça, occasionnel, récréatif et que je définis dans un contexte très particulier de consommation? Et là, on est vraiment dans autre chose. Donc, on est aux deux extrêmes où l'individu, et du coup, le choix de l'individu, ce n'est pas le produit, c'est lui. Qui je suis réellement? Et quand je prends un produit, qu'est-ce qu'il entraîne chez moi comme effet? Et quel est l'effet qui va faire en sorte que je puisse répéter jusqu'à ce que je puisse savoir de moi? Quelle va être la limite que je reconnais ou pas? Quel va être le moment où je me dis stop parce que je ne suis plus moi-même, parce que je ne suis plus en état de juger, d'avoir un raisonnement cohérent? Parfois, c'est l'individu, encore une fois, l'individu dans son histoire très personnelle, dans ce qu'il a vécu, dans ses frustrations, dans ses angoisses, et c'est tout ça qui fait la différence. C'est qu'on peut parler d'un produit, le monde entier, on peut prendre tous les Guadeloupéens, mais on n'est pas tous égaux. On va avoir des conséquences chez le voisin qu'on n'aura pas chez la voisine. Et c'est ça aussi. Oui, Nathalie, tu voulais dire quelque chose? En fait, par rapport à la question, en fait, comment dire, que ce soit l'alcool ou cannabis, etc. Alors, l'alcool depuis longtemps, c'est très valorisé. Finalement, c'est-à-dire qu'à la limite, en soirée, et même maintenant le cannabis, en soirée, c'est vraiment des produits, mais très, très valorisés, où à la limite, celui qui ne va pas en consommer va être très mal vu. C'est-à-dire qu'il y aura vraiment et donc, du coup, comment dire, c'est difficile un petit peu de se... Comment dire, c'est là où c'est difficile un peu de se dire non, moi, j'ai pas besoin de ça. C'est-à-dire, et d'afficher, de le dire. C'est-à-dire c'est-à-dire que même quelqu'un qui ne sera pas enclin à boire ou qui n'aura pas envie de boire, il y aura vraiment une pression sociale pour qu'ils boivent ou bien pour qu'ils consomment du cannabis. Alors bon, bien sûr, en plus pour les jeunes, les plus voilà, c'est-à-dire qu'à la limite ou pas en homme ou pas, enfin voilà, ou même pas en femme ou voilà, enfin le côté t'es pas libre, t'es pas voilà, donc c'est vraiment c'est très valorisé et il faut être courageux pour pouvoir dire non, moi j'ai pas besoin de ça. Donc c'est-à-dire peut-être
Voilà, donc peut-être travailler sur, je sais pas, sur l'image peut-être de ces produits, c'est-à-dire, enfin, je sais pas, enfin, comment faire un contrepoids par rapport à la valorisation en soirée voilà, et puis aussi de valoriser un peu le côté où moi je suis moi et je ne suis pas obligée d'être comme les autres. C'est-à-dire ma subjectivité, enfin, ma particularité, je l'assume et je n'ai pas besoin de ça et je peux être libre. Le côté de liberté, c'est-à-dire liberté, je consomme si je veux, mais d'une manière générale. Donc, du coup, s'il faut rebondir, les campagnes de communication qu'on devrait mettre en place de prévention et de sensibilisation devraient donc porter sur la personne sur par rapport à voilà. ses intrinsèques, sur l'estime, la confiance, plutôt que de parler du produit, mais voilà. sur la personne et mettre en avant. Voilà. Mais c'est quelque chose de même plus global, c'est-à-dire quand je parlais tout à l'heure de sujets plutôt que de consommateurs, c'est-à-dire qu'effectivement, on est dans une société où on consomme beaucoup, on est consommateur, voilà, mais du coup, alors la consommation donne l'illusion d'une liberté, de choix, je peux, etc. Mais en même temps, comment dire, le fait qu'il y ait tellement tout, qu'il y ait tellement, finalement, on n'est plus si libre que ça. C'est-à-dire qu'on n'est plus si libre que ça de refuser, de m'abstenir. C'est-à-dire que c'est à la limite, tu dois faire quelque chose, tu dois consommer quelque chose. Alors que ce soit au niveau alcool, mais aussi au niveau, je ne sais pas, dans tous comment dire, c'est-à-dire par exemple, je ne sais pas, au lieu de, par exemple, de créer, de faire, je ne sais pas, de faire un art, etc., là où je ne le consomme pas, mais je crée. C'est-à-dire que là maintenant, on est beaucoup moins créatif parce qu'on est consommateur, alors de pseudo-création des autres, enfin, on est consommateur, donc on n'est plus du tout créatif. Et ça rejoint, comment dire, ça rejoint vraiment le côté de s'affirmer soit face à l'autre, face au groupe, face au. Donc je pense vraiment, si on peut, c'est-à-dire le champ est très vaste, c'est-à-dire si même au niveau de même déjà de l'éducation, même des enfants tout petits, etc. C'est-à-dire apprendre un peu à l'enfant un petit peu, et même encore cultiver ça, le côté de savoir se restreindre, c'est-à-dire choisir aussi de s'abstenir, de ne pas de manquer. Apprendre à dire non aussi, savoir apprendre à dire non, et apprendre un peu à dire je ne veux pas prendre ça tout de suite, ce plaisir tout de suite, parce que j'ai autre chose, c'est-à-dire le côté de projet, le côté comment dire, c'est ça cette vision à long terme, c'est-à-dire le temps, c'est-à-dire qu'on est dans un rapport, alors vraiment la consommation, où c'est-à-dire tu veux, on te donne, tout est prêt, à la limite tu n'as même pas le temps de désirer. Voilà, tu n'as pas le temps de désirer, on te donne, tout est là. Sauf que le fait que tu n'aies pas le temps de désirer, tu n'as même pas le temps d'imaginer ce que toi, d'imaginer ce auquel les choses les choses ou bien ce à quoi tu aspires. Et donc du coup, ça te laisse complètement vide et sans défense face à ce qu'on propose. Donc effectivement, par rapport à même comment dire, un contexte social où à la limite tu es jeune, mais non, mais il faut prendre ça, mais que tout le monde, tu es jeune ou pas C'est pour ça que de plus en plus on parle de compétences psychosociales d'intervention des jeunes pour permettre de s'affirmer, de dire non, de comprendre que finalement la vie est peut-être faite d'autres choses avant. Avant, tu parles du temps, le temps pour chaque chose, et peut-être le temps de consommation, c'est pas le temps de l'adolescence, c'est peut-être dans un autre temps, peut-être pas dans un autre temps, pas du tout d'ailleurs. Et tu as aidé à vivre cela, mais il me semble aussi qu'il veut faire partie de nous, adultes, un petit peu, j'allais dire, à montrer l'exemple, parce que cette valorisation que tu décrivais tout à l'heure, mondaine de cette société, elle est aussi sur le regard que les enfants peuvent jeter sur leurs parents, sur leur entourage, quand l'entourage valorise quelque chose. Si on est très valorisant dans notre cercle, il se peut aussi que ça renvoie quelque chose qu'il faut pour être bien, pour se sentir bien, pour être pour être heureux, pour être dans le plaisir de quelque chose. Il faut que je fasse un peu comme mes parents. Donc, voilà. Donc aussi, ça aussi se regarder comment je valorise aussi les choses, comment je donne une place particulière à quelque chose. Voilà.
Mais c'est-à-dire vraiment apprendre à chacun et aux enfants et à soi aussi de dire, à savoir dire non, j'ai pas besoin de ça. Que ce soit au niveau au niveau des produits, mais au niveau de la consommation générale, hein, c'est-à-dire même ça a un rapport avec aussi l'écologie, la surconsommation. Pourquoi on consomme autant? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de ça pour vivre? Et même au niveau des voyages, hein, etc., où tout le monde, il faut qu'on voyage, même si on sait qu'au niveau écologique, c'est une catastrophe, etc. Mais on est consommateur de plaisir, on est consommateur. Donc, alors que là, donc cette pandémie nous interroge, nous oblige à dire, ben, reste chez toi, tu peux être bien chez toi. Absolument. Voilà, tu peux, à toi même si on pense à nos ancêtres, on a fêté le 27 mai, c'est-à-dire que ils ont vécu et puis voilà, ils ont été là. Enfin, on est là et notre vie c'est quoi? Notre vie c'est quoi? Est-ce que c'est Ça fait, il y a pas des questions. Le gaspillage alimentaire, oui, bien sûr. Et le gaspillage alimentaire dans les croisières, surtout que les jeunes associent sur le cannabis à l'alcool. Bien sûr. Voilà. Je suis d'accord avec Émilie, effectivement. En tout cas, Erika. Oui. Écoutez, on arrive un petit peu à la fin. À la fin, voilà. On remercie tous les internautes. On va vous donner un prochain rendez-vous. Donc, c'est demain sur Canal 10 dans l'émission Santé 10 avec Brigitte Zabarel. Nous aurons 3 intervenants. Pardon, le docteur Romuald, Delia Issa, qui est psychologue au CESAPA Corridas, ainsi que Cédric Thompson, éducateur spécialisé au CESAPA PSN de la Bastère. Donc, ça, c'est le prochain rendez-vous. Et bien entendu, pour avoir et continuer à être informé donc, de notre actualité, vous avez le www.gip-raspec.fr, sinon le 05 90 47 17 0. Voilà, pour plus d'informations. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée. Prenez soin de vous. Mais ça veut dire aussi ne pas trop y penser. Peut-être sans stress ce soir. Merci Nathalie. Merci Marie-Claude.